Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu les nouveaux ambassadeurs de l'Équateur et du Canada qui lui ont remis leurs lettres de créance. Le président de l'APN a été reçu à Hanoï par le président du Vietnam. Alerte à la bombe dans un avion de la compagnie Turkish Airlines. L'ONU met en garde contre une catastrophe humanitaire terrifiante en Syrie. Volonté affichée des négociateurs à lever les derniers obstacles pour un accord sur le nucléaire iranien. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu successivement dimanche à Alger M. José Rafael Serrano Herrera, qui lui a remis ses lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Équateur auprès de l'Algérie. Il a également reçu Mme Isabelle Roy, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de l'Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État et directeur du cabinet de la présidence, Ahmed Ouyahia. Le Premier ministre Abdelmalek Sellel a été reçu lundi au palais de Carthage par le président tunisien Béji Caïd Essebsi, auquel il a remis un message écrit du président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines Abdelkader Messahel. M. Sellel est arrivé lundi matin à Tunis où il a représenté le président de la République Abdelaziz Bouteflika au Rassemblement international contre le terrorisme, organisé pour dénoncer l'attaque terroriste qui a ciblé le 18 mars le musée du Bardo à Tunis, faisant 23 morts, dont 21 touristes. Côté diplomatie, les relations entre l'Algérie et l'Afrique du Sud vont connaître une nouvelle impulsion avec la visite qu'effectue le président sud-africain Jacob Zuma à Alger depuis ce lundi. Une visite qui sera notamment marquée par la tenue de la 6e session de la Haute Commission binationale de coopération. À l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika, cette visite de 3 jours constituera ainsi une nouvelle étape dans le raffermissement des relations traditionnelles de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples algériens et sud-africains depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid. Les entretiens entre les deux chefs d'État permettront d'approfondir la concertation entre l'Algérie et l'Afrique du Sud sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, parmi lesquelles la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que la progression du NEPAD et de l'intégration économique africaine. La visite du président Zuma sera marquée notamment par la tenue de la réunion de la 6e session de la Haute Commission binationale de coopération algéro-sud-africaine. Celle-ci donnera une impulsion nouvelle à la coopération multisectorielle ainsi qu'aux échanges entre les deux pays. Il est à signaler aussi que de nouveaux créneaux et de nouvelles formes de partenariat ont été envisagés pour faire l'objet des travaux de la réunion de la Haute Commission bilatérale de coopération. Les deux chefs d'État ont salué par la même occasion le rôle actif des deux pays dans la promotion de la paix, de la stabilité et du bon voisinage dans leurs régions respectives en Afrique et dans le monde. Comme ils ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités existantes au sein de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et la résolution des crises et des conflits. Les présidents Bouteflika et Zuma ont en outre réaffirmé leur engagement à lutter contre le terrorisme international et leur soutien au renforcement des efforts africains de coopération avec la communauté internationale dans ce cadre. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Arbi Ould Khalifa, a été reçu dimanche à Hanoï par le président de la République socialiste du Vietnam, Truong Tan Sang, indique un communiqué de l'APN. À l'issue de l'ouverture de la 132e session de l'Union interparlementaire, à laquelle participe l'Algérie avec une importante délégation, le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Arbi Ould Khalifa, a rencontré le président de la République socialiste du Vietnam, auquel il a transmis les salutations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et lui a adressé une invitation officielle du chef de l'État pour effectuer une visite en Algérie. Il a par ailleurs salué les relations excellentes liant les deux pays et leur convergence de vues sur les questions d'intérêt commun. Il a appelé aussi au renforcement de ces relations au plan économique et souligné la disponibilité de l'Algérie à approfondir la coopération avec le Vietnam. La participation de l'Algérie à cette session émane de l'importance qu'elle accorde aux questions inscrites à l'ordre du jour, ainsi que des relations d'amitié avec le pays hôte. M. Ould Khalifa est revenu sur la médiation de l'Algérie dans la crise malienne, en vue de parvenir à une solution pacifique et consensuelle, loin de toute ingérence étrangère, et a condamné l'entêtement d'Israël face à la légalité internationale, notamment pour la solution de 2 États. Concernant la question du Sahara occidental, M. Ould Khalifa a réaffirmé que l'Algérie n'est pas partie prenante
du conflit opposant le Maroc à la République sahraoui, mais soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le président vietnamien a transmis ses salutations au président Bouteflika en lui adressant une invitation pour visiter le Vietnam et saluer les relations historiques privilégiées liant les deux pays et leur convergence de vues sur les questions internationales. Il a réitéré l'engagement du gouvernement de son pays à la promotion du partenariat économique et au développement de l'investissement dans différents domaines avec l'Algérie. Le diplomate algérien Idriss Jazayeri a été nommé dimanche en tant que rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l'exercice des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans renouvelable. Cette nomination rentre dans le cadre du nouveau mécanisme mis en place par le Conseil des droits de l'homme sur une initiative endossée par le mouvement des pays non alignés. Cette élection est une nouvelle manifestation du rôle important que joue l'Algérie au sein du Conseil des droits de l'homme, dont elle est membre depuis 2013. La tâche du rapporteur spécial consiste à recenser toute information pertinente auprès de gouvernements et d'ONG sur les effets négatifs des sanctions internationales dites unilatérales sur l'exercice des droits de l'homme. Il lui reviendra également d'examiner les mécanismes à même d'évaluer l'impact des sanctions et l'obligation de rendre des comptes pour leur effet délétère. Le rapporteur spécial s'attellera aussi au renforcement de la capacité du bureau du haut-commissaire à apporter assistance technique et conseil aux pays affectés par ces mesures coercitives unilatérales en vue de prévenir ou redresser l'impact des sanctions sur les droits de l'homme. Il devra aussi suivre l'évolution et les défis de la conjoncture internationale et leur impact sur les droits de l'homme. Dans le domaine de la santé, Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a déclaré dimanche à Oran que la gratuité des soins était une ligne rouge à ne pas franchir. Président la clôture des travaux d'une rencontre nationale d'évaluation des urgences médicales et de l'hygiène hospitalière, le ministre a rassuré les partenaires sociaux que la gratuité des soins est une ligne rouge que ni le ministère ni quiconque ne peut franchir ou transgresser. M. Boudiaf a rappelé que cette gratuité est un acquis depuis la guerre de libération nationale et le sera, et que nul n'a le droit d'y toucher, affirmant que la renonciation à la gratuité des soins ne figure pas dans la loi de la santé qui sera promulguée et qui se trouve au niveau du secrétariat général du gouvernement. Le ministre avait indiqué samedi à la presse, en marge de cette rencontre, que cette loi qui sera soumise au gouvernement pour débat et ensuite au Parlement sera bénéfique une fois appliquée, conférant un bond qualitatif au secteur de la santé en Algérie. Les travaux de cette rencontre de 2 jours, à laquelle ont pris part des directeurs des secteurs de la santé et des établissements sanitaires de plusieurs wilayas du pays, ainsi que des universitaires, ont été ponctués par des recommandations sur les urgences médicales, la réanimation, l'hygiène hospitalière et le service d'assistance médicale d'urgence. La période légale d'acquittement obligatoire de la vignette automobile 2015 a commencé et prendra fin le 30 avril prochain, a indiqué la Direction générale des impôts sur son site internet. Disponible auprès des services des recettes des impôts et d'Algérie Post, cette vignette est vendue au même tarif que ceux de 2014 et des années précédentes, précise la même source. Selon les modalités d'acquittement annuel, le prix de cette vignette instaurée par la loi de finances 1998 variera entre 1500 dinars et 8000 dinars pour les véhicules de tourisme de moins de 3 ans d'âge, et ce, en fonction de la puissance de la motorisation. Pour les véhicules ayant entre 3 et 6 ans d'âge, le montant de cette vignette est compris entre 1000 et 4000 dinars, alors que pour ceux compris entre 6 et 10 ans, la vignette oscille entre 700 et 3000 dinars. Toute vignette non conforme aux tarifs légaux entraîne le retrait de la carte d'immatriculation qui ne sera restituée qu'après présentation d'une vignette conforme majorée de 100%, avise la Direction générale des impôts. Il est également précisé que la carte provisoire de circulation tient lieu de carte d'immatriculation. Par conséquent, la vignette devient exigible dans un délai d'1 mois à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. Toutefois, l'exemption de la vignette automobile est toujours accordée au profit des véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l'État et aux collectivités locales, et les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires. Cette exonération touche aussi les ambulances, les véhicules équipés de matériel sanitaire, les véhicules équipés de matériel de lutte anti-incendie, les véhicules destinés aux handicapés et les véhicules équipés d'un carburant GPL. La vignette automobile rapporte annuellement plus de 8 milliards de dinars de recettes, sans inclure les recettes engendrées par les pénalités de retard. Une part de 20% de ces recettes est versée au trésor public et 80% au fonds commun des collectivités locales.
Sur le plan international, une alerte à la bombe a été signalée dans un avion de la compagnie Turkish Airlines ce lundi. Le vol reliant Istanbul à Sao Paulo a effectué un atterrissage d'urgence à Casablanca au Maroc, ont rapporté des médias turcs. L'avion, un Boeing 777, qui est parti d'Istanbul à destination de Sao Paulo avec à bord 264 passagers, a été réorienté vers Casablanca après une alerte à la bombe. Il s'est posé sans problème à 12h30 heure locale. Les passagers devaient être évacués pour qu'on procède à une fouille. Une note a été retrouvée dans l'avion sur laquelle était écrite « bombe ». Au Yémen, la coalition autour de Riyad a mené 4 jours de raid aérien contre les Houthis. La Ligue arabe annonce la création d'une force militaire régionale. Pour la 4e nuit d'affilée, des avions de la coalition d'une dizaine de pays arabes formés autour de l'Arabie Saoudite ont bombardé des cibles de la rébellion des Houthis et de leur allié l'ex-président Ali Abdullah Saleh, avec pour objectif de stopper l'avancée fulgurante de la rébellion chiite vers Aden. Les raids aériens se sont concentrés sur les infrastructures rebelles et ont également visé dans la nuit de samedi à dimanche la piste de l'aéroport de la capitale Sanaa, désormais hors service, mais aussi le QG de la garde républicaine alliée aux Houthis et dans sa grande majorité resté fidèle à Ali Abdullah Saleh, et une base aérienne à Hodeïda, le grand port sur la mer Rouge contrôlé par les Houthis. À Aden, où règne l'anarchie et l'absence de forces de sécurité, des combats ont opposé dimanche les forces fidèles au président Hadi aux miliciens chiites en plein centre de la ville. À Sanaa, où des positions rebelles ont été intensément pilonnées, des centaines d'employés de l'ONU, d'ambassades et de sociétés étrangères ont été évacués samedi. Toujours sur le Yémen, la Chine a envoyé une flotte de la marine pour aider à l'évacuation de ses ressortissants dans le pays, déchirés par les conflits alors que la situation continue de s'aggraver, a annoncé ce lundi le ministère chinois de la Défense nationale. La flotte navale de l'armée populaire de libération, qui avait effectué des missions d'escorte dans le golfe d'Aden et dans les eaux somaliennes, a été affectée dimanche pour procéder à l'évacuation, a précisé le ministère. D'après Tian Qi, ambassadeur de Chine au Yémen, il y a environ 590 ressortissants chinois au Yémen, ajoutant qu'aucun d'entre eux n'a été tué ou blessé. Selon une déclaration annonçant le déploiement, la décision a été prise par le gouvernement chinois dans le but de protéger la sécurité des ressortissants chinois et de leurs biens. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, a confirmé dimanche que la Chine a commencé les préparatifs pour l'évacuation de ses ressortissants du Yémen, assurant que tous les ressortissants chinois seraient bientôt sur le chemin du retour. Sur place, les rebelles Houthis affrontent les partisans du gouvernement yéménite soutenus par l'Arabie Saoudite pour tenter de prendre le contrôle du pays, dans un conflit qui s'est aggravé ces derniers mois. La violence qui règne au Yémen est telle qu'elle fait craindre une guerre civile qui pourrait conduire à un conflit régional. Plus de 200 membres du personnel des Nations Unies, des ambassades étrangères et d'autres organisations ont été évacués par avion après une 3e nuit de lourdes frappes aériennes qui a eu lieu samedi. Selon les agences, le Pakistan a également dit qu'il se préparait à évacuer ses citoyens et son personnel diplomatique. En Israël, l'ex-premier ministre Ehud Olmert s'enfonce dans la tourmente. Un tribunal de Jérusalem l'a déclaré ce lundi coupable de corruption. Il est accusé d'avoir reçu de l'homme d'affaires américain Maurice Talansky des enveloppes contenant des milliers de dollars. C'est la 2e affaire de ce type à laquelle est mêlé Ehud Olmert, déjà sous le coup d'une peine de 6 ans de prison ferme dans une autre affaire, actuellement en appel par la Cour suprême, pour avoir touché des pots de vin alors qu'il était maire de Jérusalem de 1993 à 2003. Il avait été reconnu coupable d'avoir favorisé l'avancement d'un colossal projet immobilier de luxe sur une hauteur de la ville. Selon le jugement rendu ce lundi, l'homme politique israélien aurait reçu 150 000 $ de Maurice Talansky alors qu'il était ministre du Commerce et de l'Industrie de 2003 à 2005. Sa condamnation pour fraude, abus de confiance et corruption aggravée devrait être annoncée le 5 mai. Ses avocats ont déclaré aux médias israéliens qu'ils envisageaient de faire appel devant la Cour suprême. Ehud Olmert avait initialement été relaxé dans l'affaire jugée lundi, mais son ancien secrétaire et femme de confiance Shula Zaken avait révélé dans l'autre affaire de corruption immobilière l'existence d'enregistrements de conversations. Ehud Olmert, enregistré à son insu, y évoquait des dizaines de milliers de dollars reçus de Maurice Talansky. En échange de ces informations, Shula Zaken avait été condamné à une peine réduite de 11 mois de prison. D'abord très puissant au sein du Likoud, Ehud Olmert avait succédé à Ariel Sharon au poste de Premier ministre en 2006. Son impopularité et les affaires de corruption avaient contribué à sa chute en 2008. Nucléaire iranien. Les chefs de la diplomatie des grandes puissances et de l'Iran se sont retrouvés lundi matin à Lausanne pour la première fois tous ensemble depuis des mois, afin de s'entendre sur les dernières questions en suspens et aboutir à un accord jugé possible avant l'échéance du 31 mars. C'est la première fois
depuis une précédente session de négociation en novembre dernier à Vienne, que les ministres se retrouvent tous ensemble. Après 1 an et demi de négociations, les négociateurs sont déterminés à conclure un compromis pour poursuivre les négociations jusqu'à un accord final d'ici le 30 juin. Des solutions ont été trouvées sur de nombreuses questions. Nous travaillons encore sur 2 ou 3 questions et nous n'avons pas encore trouvé les solutions, a déclaré le négociateur iranien Abbas Araghchi. Parmi les différends les plus importants, il y a la question de la levée des sanctions liées à la prolifération nucléaire prise par l'ONU depuis 2006 et que l'Iran voudrait voir levée en bloc et tout de suite après la conclusion d'un accord. Alors que pour les pays occidentaux, cela ne peut se faire que graduellement en fonction du respect des engagements pris par l'Iran. Justement, le mécanisme de garantie permettant de vérifier que les engagements sont respectés est un des enjeux des négociations. Pour la durée de l'accord, l'Iran ne veut pas s'engager au-delà de 10 ans, alors que les grandes puissances souhaitent un cadre strict de contrôle des activités nucléaires sur au moins 15 ans. Téhéran insiste aussi pour pouvoir faire de la recherche et du développement, notamment afin d'utiliser à terme des centrifugeuses plus modernes et plus puissantes pour enrichir l'uranium, ce qui, pour les Occidentaux, rapprochera à terme l'Iran de la bombe atomique. Cependant, beaucoup de points essentiels ont été réglés comme la réduction du nombre de centrifugeuses ou l'activité dans des conditions strictes du site souterrain de Fordo. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé lundi l'accord qui se profile, qui consacrerait selon lui l'impunité de l'Iran au Yémen, selon un communiqué de son bureau. Comme nous le rappelions dans les titres de ce journal, en Syrie, un responsable de l'ONU a mis en garde lundi contre le risque d'une catastrophe humanitaire terrifiante dans le pays, à la veille d'une conférence des donateurs pour laquelle des ONG ont déjà rassemblé plus de 480 millions de dollars. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, présidera mardi à Koweït le rendez-vous annuel de la conférence des donateurs pour la Syrie. Ils entendent rassembler au total 8,4 milliards de dollars pour venir en aide à la population dont le pays est ravagé par 4 années de guerre. La situation s'est encore dégradée en Syrie, où plus de 215 000 personnes ont péri depuis mars 2011, dont 76 000 en 2014, l'année la plus meurtrière, a affirmé la chef des opérations humanitaires de l'ONU, Valérie Amos. Près d'1 Syrien sur 2 a été déplacé par le conflit, ce qui constitue un record mondial inégalé depuis 20 ans selon l'ONU. Échouer à rassembler ces fonds conduirait à une catastrophe humanitaire dangereuse et terrifiante, a prévenu Abdallah El-Matour, l'envoyé spécial de l'ONU pour les affaires humanitaires, s'adressant aux représentants d'ONG présentes au Koweït qui ont déjà rassemblé plus de 480 millions de dollars. Parmi elles figurent le Croissant Rouge qatari, l'organisation de charité islamique koweïtienne ou encore l'ONG islamique turque IAH. Cette dernière a rassemblé la plus importante somme avec 100 millions de dollars de promesses de dons. Le président sortant d'Ouzbékistan, Islam Karimov, a été sans surprise réélu lundi par un nouveau mandat de 5 ans avec plus de 90% des voix après un scrutin sans réel opposant. Les bureaux de vote ont fermé dimanche avec une participation massive de 91%. Plus de 300 observateurs internationaux issus de 43 pays ont été mobilisés pour le scrutin. 17,2 millions de personnes, soit 90,39% des électeurs, ont donné leur voix à Islam Karimov, a annoncé le directeur de la commission électorale centrale. Dans le domaine de la santé, le nombre de diabétiques ignorant leur maladie pourrait être supérieur à celui des patients déclarés et poursuivant un traitement, a estimé lundi à Sétif le vice-président du comité d'organisation des journées de formation médicale, le Dr Mohamed Fawzi Rezig. Des médecins venus de l'ensemble des wilayas du pays, ainsi que d'autres pays, Bénin, Congo, Mauritanie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Tunisie et Palestine, participent au 12e cours international de formation médicale continue organisé à Sétif à l'Institut national supérieur de formation paramédicale sur le thème diabète, maladies métaboliques et facteurs de risque cardiovasculaire. À cette occasion, le Dr Rezig, cadre à la direction de la santé de la wilaya de Sétif, a déclaré que le nombre de personnes souffrant du diabète dépasse probablement les 3 millions de diabétiques enregistrés en Algérie. De nombreuses victimes de cette maladie silencieuse ne se font examiner
et ne se rendant compte de la réflexion qu'au moment de la survenue de complications. De son côté, le président du comité d'organisation et administrateur du cours, le professeur Rachid Melek, également chef du service de médecine interne au CHU de Sétif, a souligné que les journées de formation continue constituent un vrai terrain d'échange d'expériences, tant sur le plan national qu'international, et de partage dont les bénéfices directs seront les patients diabétiques et pourquoi pas leur famille et leur entourage. Toujours sur la santé, avec cette nouvelle qui nous vient des États-Unis, une étude américaine nous rapporte qu'un régime alimentaire riche en graisse, en plus de causer une prise de poids et des problèmes cardiovasculaires, pourrait avoir un impact sur la santé mentale et conduire à la dépression. Une récente étude de l'Université de Louisiane aux États-Unis, publiée dans la revue Biological Psychiatry, a conclu qu'un régime alimentaire riche en graisse peut avoir une incidence sur la santé mentale et conduire à la dépression. Ces conclusions sont étayées par le fait qu'en implantant la flore intestinale de souris obèses, donc nourries grâce à un régime riche en graisse, sur des souris saines, ces dernières ont montré des signes d'anxiété ainsi que des troubles de la mémoire. Par ailleurs, elles présentaient, en plus du système digestif, une inflammation du cerveau, décrite récemment comme contribuant au développement de la dépression. Cette affection de la santé du cerveau par les graisses est liée notamment à la perturbation de la relation symbiotique entre les humains et les micro-organismes qui occupent nos voies digestives, a conclu John Crystal, le chef du service de psychiatrie à la faculté de médecine de l'Université de Yale et rédacteur en chef de la revue Biological Psychiatry. Une étude australienne en 2014 avait démontré les conséquences préjudiciables d'un régime riche en gras et en sucre sur la santé mentale. Un régime alimentaire sans gras ni sucre limiterait en effet l'aggravation des symptômes dépressifs. On arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numedia News.